Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Bienvenue dans un lieu étrange où tout peut arriver. Non, ça c'est le générique de fin du laboratoire de Dexter, pardon. Je disais donc, bienvenue dans ETTPQ, camarades. Aujourd'hui, on vous parle de Suicide Squad de David Ayer. Release the Ayer Cut. Non, on se calme. On veut pas de cette version du réalisateur. Non, le film est déjà une purge. On va quand même pas prolonger le calvaire. Non, allez. Trêve de mondanité. Avant de parler du film, il faut quand même que je fasse un édito digne de ce nom. Mais pour ça, je suis obligé de vous contextualiser un peu. Bah oui. Mais attention, cette fois, je ne vais pas parler de moi. Non, je vous en ai déjà trop dit lors de notre épisode sur Toy Story 4. Non, là, je vais vous parler d'une époque révolue. Une époque où Disney et Marvel régnaient en maître sur l'industrie du blockbuster super-héroïque. Je vais vous parler de la naissance d'un super vilain. En ces temps-là, Marvel avait réussi à créer un univers cinématographique cohérent. Un univers pas encore trop compliqué, un univers où il n'était pas encore nécessaire d'avoir vu les 25 séries télé insipides pour comprendre une référence obscure dans un film qui était tout aussi dispensable. L'époque où chaque nouveau film du Marvel Cinematic Universe était un événement. Mais pourtant, ce n'est pas de la souris aux grandes oreilles dont nous allons parler ici, non. Nous, on va plutôt parler du rival principal de la maison des idées, Warner Bros. Au moment où Disney gagnait tous les combats du box-office, les exécutifs de la Warner rongeaient leurs freins. Et un jour, dans leur cerveau malade naquit une idée menaçante, une idée qui devait tout changer pour eux, une idée qui aurait dû rabattre les cartes du blockbuster hollywoodien mainstream. Oui, après avoir hiberné pendant longtemps et s'être concentré sur la trilogie Batman de Christopher Nolan, Warner s'est rappelé qu'ils avaient les droits pour tous les personnages de la Justice League. Mais oui, mais c'est bien sûr. Grâce à cela, ils pourront rattraper leur retard. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Et pour ce faire, ils décidèrent d'engager Zack Watchmen Snyder pour chapeauter leur tout nouvel univers. Et pour bien démarrer, il fallait au moins réaliser Man of Steel. Mais attention, ils n'allaient pas faire comme Mickey. Non, eux allaient créer un nouveau Superman, un nouveau type de film de super-héros, oui, un super-héros lumineux, mais avec un côté sombre, avec des ralentis aussi, plein de ralentis, dans l'espoir de donner à leur héros une densité mystique. Et ce sera ça, les films d'ici désormais, aller à l'opposé de ce que fait la concurrence pour mieux les écraser, parce que faire comme tout le monde, c'est trop facile, faire comme tout le monde, c'est choisir la voie du bien. Et quelle ne fut pas leur erreur, parce que, ouais, rien ne s'est passé comme prévu. Plutôt que de prendre son temps et de créer un univers cohérent. Dès la suite de Man of Steel, un nouveau Batman fait son apparition. Et Wonder Woman aussi, allez, plus on est de fous, plus on rit. Et on se targue en plus d'adapter un des meilleurs comics de l'homme chauve-souris pour ça. En fait, ils ont décidé de mettre tous leurs œufs dans le même panier au risque de créer l'omelette de super-héros la plus immangeable possible. Résultat des courses, le score au box-office reste très en dessous de celui des films Marvel. Et les critiques ne sont pas meilleures, non. Au contraire, mon cher, c'est une véritable douche froide pour Warner. Eux qui pensaient révolutionner le film de super-héros doivent finalement réduire la casse au maximum. Et pour ce faire, ils décidèrent de ralentir la cadence, de prendre le temps de restructurer leur univers, réfléchir, se recentrer afin de revenir plus fort. Non, je rigole, ils ont fait tout l'inverse et c'est ainsi que Suicide Squad fut lancé dans l'urgence et dans la douleur. Un peu comme cet édito d'ailleurs, mais passons. On a donc ici un blockbuster indépendant, mais quand même lié au DC Extended Universe. Un script écrit en quelques semaines seulement, un tournage tout aussi chaotique et une volonté de faire un film DC fun et extravagant. Grâce à tous ces ingrédients, l'opération tout ou rien de Warner était prête. Et si les chiffres ont donné raison aux actionnaires, la critique et tous les problèmes d'une production aussi rapide ont terni l'image du film. Parce que le métrage tient finalement plus de la créature du docteur Frankenstein que de la Joconde. Et quand on regarde le film aujourd'hui, c'est d'autant plus flagrant. Parce que Suicide Squad, c'est pas vraiment un film, non mes amis. Cet hybride filmique tient plus d'une très longue bande-annonce que d'un réel long-métrage. Et c'est finalement ainsi que meurt la création, sous les sourires des studios qui s'en mettent plein les poches. Car oui, tout est une histoire d'argent. Et si vous ne me croyez pas, dites-vous bien que les problèmes de finances du studio sont plus que jamais à l'ordre du jour. Aujourd'hui encore, Warner se retrouve dans une tempête industrielle. Naufrages annoncés ou îlots salvateurs, les projets de rachat et de restructuration du studio pourraient bien rabattre les cartes du cinéma avec un grand C. Car si l'époque du DCEU paraît lointaine, avec ce rachat, quidé de James Gunn et de son DCU? Quidé du cinéma? Quidé de la sortie des films en salle? Va-t-on revenir à une production en chaîne ? Seul l'avenir nous le dira, mais il n'est pas très reluisant, ça je peux déjà vous l'annoncer. En voulant concurrencer son plus grand rival, Warner est finalement devenu ce qu'il souhaitait combattre. Suicide Squad n'a été qu'un clou de plus dans le cercueil du DCEU. Mais on va quand même vous en parler parce que nous on aime bien les histoires comme ça. Et aussi parce qu'on est courageux. Ou alors peut-être qu'on a que ça à faire et qu'on aime bien se faire du mal. Allez, j'espère que vous êtes prêts, on revient juste après le générique pour parler de tout ce qui ne va pas avec Suicide Squad. C'est parti mon Guillaume.
Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Salut Bastien, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Eh ben oui, bienvenue. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ouais, fatigué. Passe une merveilleuse semaine. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Question un peu stupide. Mais en tout cas, en termes de film, en termes de podcast, tout va bien. Ah bah bien sûr, toujours content de vous retrouver pour parler cinéma. Alors que moi, il est pas du tout content de me retrouver pour parler cinéma. Enfin, en même temps, est-ce qu'on va vraiment parler cinéma aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à Suicide Squad? Je ne sais pas. Allez, ça partit, ça commence. Donc, Suicide Squad, l'escadron suicide. Film sorti le 3 août 2016 chez nous et le 5 août 2016 aux États-Unis. Réalisé par David Ayer pour une durée de 123 minutes. On aurait préféré qu'il y soit ailleurs. Oui. Allez, on est parti. On est bien. Merci à tous. Et je dirais même plus, durée de 123 minutes, il y a une version longue, une extended cut, qui dure 134 minutes. T'as vu laquelle? Moi j'ai vu la version courte, j'en suis sûr. Bah mais si on a regardé sur le même sur HBO Max. Voilà, j'ai regardé la même. C'est la version courte. Voilà, c'est pas très grave. Hein. Non, Elle est déjà bien assez longue comme ça. Je savais même pas qu'il y avait une version longue. Tu vois, tu vois moi non plus. David Ayer, qui c'est réalisateur, mais scénariste avant tout, puisque c'est lui qui a écrit les films U571, U571 ou encore Training Day. U571, c'est un film qui relançait un peu les sous-marins au cinéma, et Training Day, le film qui vaudra son deuxième Oscar à Denzel Washington. Je t'écoute. Et c'est l'occasion de faire un coucou à Jacques parce qu'il adore les films de sous-marins et notamment U571. Et ben mon papa aussi, donc bonjour Jacques, bonjour papa. Celle-là elle est pour vous. Mais moi, David Ayer, c'est plutôt avec le film End of Watch que j'ai découvert le bonhomme en 2012, film qu'il scénarise et réalise, dans lequel on suit deux policiers incarnés par Jake Gyllenhaal et Michael Peña, un film qui est tourné en found footage et qui est absolument génial. J'avais été le voir 2 fois au cinéma tellement j'avais aimé. Je te le conseille. Je vous le conseille d'ailleurs. La musique du film Suicide Squad a été composée par Steven Price, connu pour ses nombreuses collaborations avec Edgar Wright, donc notamment dans Le Dernier Pub avant la fin du monde, Baby Driver en 2017 et plus récemment Running Man l'année dernière en 2025. Il a également déjà bossé avec David Ayer au moment de Suicide Squad pour le film Fury, le précédent film que David Ayer réalisait du coup. Mais à l'époque, il est surtout connu pour son travail sur Gravity d'Alfonso Cuarón, pour lequel il a remporté l'Oscar de la meilleure musique en 2014. Et je vois qu'il a travaillé sur le montage de la musique de Batman Begins avec Hans Zimmer. Essayer de passer cette info sous scellé. Impossible de lui cacher quoi que ce soit sur Batman, cet enfant. C'est pas grave. Exactement, ouais, j'avais vu ça aussi. Petit point quand même, pour rester dans la musique, petit point soundtrack, puisque ce n'est pas moins de 14 titres qui seront utilisés dans le film et qui seront présents sur un album à part. Ouais. Alors, je le précise parce que j'ai pas l'impression que ce soit si commun, d'une part, et surtout c'est un des plus gros défauts du film, donc il fallait quand même le mettre un petit peu en avant. Budget de 175 millions pour un box-office d'un peu moins de 746 millions, je crois qu'on est à 745, 846 000, un truc comme ça. Donc un énorme carton, une énorme réussite au moins là-dessus. Et il a quand même remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures en 2017. C'est assez fou parce que dans le genre non mais c'est très cheap, étonnant. Voilà quoi. C'est surtout très étonnant, au-delà qu'il ait remporté, c'est qu'il ait été nominé. Parce que c'est pas du tout le genre de film qui habituellement est mis en avant aux Oscars. Surtout qu'au-delà de son box-office, il a eu très mauvaise presse à la sortie. Bien sûr. Et qu'on sait que l'Académie est un peu... on va dire, pas élitiste, mais enfin, c'est pas le genre de film qu'ils aiment mettre en avant ou qu'ils ont l'habitude de mettre en avant. Non, c'est sûr. Après, c'est le genre de film quand même qui est souvent nommé dans ces catégories-là. Tu regardes, quand on avait parlé du Grinch, moi j'avais été très très étonné de voir que le film avait eu les meilleurs maquillages. Oui, mais c'est pas du tout le même style, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des films très grand public, très mainstream d'une certaine manière, et ils sont nommés souvent dans ces catégories-là. J'avoue que j'ai une très mauvaise connaissance, culture des films Marvel. J'en ai vu, je les ai clairement pas tous vus. Je sais pas si beaucoup ont reçu des Oscars. Et je crois pas que chez Marvel il y a eu de. Et du coup en fait ça m'a, je l'ai vu aussi ce matin cette info qu'il avait reçu Marvel ou DC d'ailleurs, parce que là c'est DC. Oui, non mais justement moi je trouve que ce film, tu l'as très bien dit dans ton édito, ressemble plus à un Marvel qu'à un DC. Dans sa manière de
de faire. On reviendra un petit peu plus pour la subtilité de la chose. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, il est plus proche de ça qu'en tout cas ce que voulait faire DC au départ. Absolument. Et du coup, ça m'a surpris de voir qu'il avait remporté un Oscar parce que quelque part, quel que soit l'Oscar que tu donnes, ça veut dire que tu valides un peu le film. Or, à la sortie, je répète, mais les critiques étaient assez unanimes pour dire que c'était pas très bien. Alors, pour préciser un petit peu, vu que tu as lancé le sujet, au niveau des films Marvel, c'est Black Panther qui a été le premier tournant aux Oscars. Ah non, si, le film remporte 3 Oscars, meilleur costume, meilleure musique originale et meilleur décor. Et il était nommé à l'Oscar du meilleur film. C'était la première fois pour un film de super-héros. Ok. Spider-Man 2, à l'époque, avait eu les meilleurs effets visuels. Into the Spider-Verse, le meilleur film d'animation. Mais bon, ça, c'est un peu à part. C'est un peu à part, ouais. Across the Spider-Verse, nommé mais pas gagné, effectivement. Et donc, Suicide Squad, DC, mais souvent comparé à Marvel, Oscar du meilleur maquillage. Ok. On aura appris des trucs, au moins. Attends, mais pour le MCU, parce que si Avengers Endgame avait été nommé pour les effets visuels, les Gardiens de la Galaxie pour les maquillages et Iron Man pour les effets visuels. Okay. Mais c'est Black Panther qui reste le seul à avoir gagné des Oscars. Je trouve ça du coup d'autant plus étonnant qu'on ait récompensé Suicide Squad pour ça. Quoi. Je suis bien d'accord avec toi. On va passer sur le casting, mon point préféré comme à chaque fois. Alors là, on n'a pas du 5 étoiles, mais on va dire du 4 étoiles, avec la présence donc évidemment de Margot Robbie, dont nous avons un peu parlé dans notre épisode précédent, mais je vais quand même me permettre de faire un petit point rapide parce que je sais qu'on n'aborde pas le casting de la même manière. Pour rappel, elle a joué donc, évidemment dans Barbie, mais à l'époque, elle a joué dans le film Il était temps, en 2013, c'était son premier rôle au cinéma. Un film que notre ami Emmerich adore, donc je suis obligé de le mentionner. Mais c'est bien sûr avec Le Loup de Wall Street qu'elle va exploser la même année, et là c'est le début de tout ce qu'on connaît pour elle, une moyenne de 3,2 films par an durant la décennie 2010. Je trouve ça énorme. C'est gigantesque. Voilà, elle s'impose à Hollywood au point de devenir une des actrices évidemment les plus influentes de sa génération. Et à noter quand même que lorsqu'elle a signé avec Suicide Squad, elle a signé pour 5 films, puisque c'était censé faire partie d'un tout beaucoup plus grand. Elle ne l'incarnera finalement que dans 3 films, mais son incarnation reste aujourd'hui ce qu'on retient le plus de cette période des films DC au cinéma, du DC EU. Et petite anecdote, elle joue en 2015 dans le film Diversion, déjà avec Will Smith. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Et ça m'ouvre évidemment le pont pour parler de Will Smith, qui incarne ici le personnage de Deadshot. Alors Will Smith, acteur iconique pour toute une génération, notamment avec Le Prince de Bel-Air. Et surtout, au-delà de ce qu'il fait aussi à côté en termes de musique, etc., c'est surtout un gros patron du box-office d'action, avec ses rôles dans des sagas comme Bad Boys, comme le premier Independence Day, ou évidemment la saga Men in Black. Des rôles, il a eu aussi des rôles notables dans des films comme iRobot, Hitch, Expert en séduction, ou encore évidemment Je suis une légende. Si j'en parlais pas, je pense qu'on nous serait tombé dessus. Et puis en plus, c'est quand même un très très bon film de genre. Will Smith, c'est aussi quand même beaucoup de rendez-vous manqués, dont le plus connu est bien sûr son refus du rôle de Neo dans Matrix en 1999, puisqu'il a préféré jouer le personnage de James West dans le film Wild Wild West, l'adaptation cinéma de la série de 1965 Les Mystères de l'Ouest, une série absolument géniale. Celle-là aussi, elle est pour toi, papa. Du coup, et évidemment, je vais quand même le mentionner, le scandale des Oscars 2022 et la fameuse gifle. Mais bon, ça, on va pas trop parler dessus. Tout a été dit et tout est son contraire, surtout. On va passer sur Jared Leto, qui incarne le Joker. El famoso Jared Leto. Oh là. Avec son premier rôle notable, on va dire quand même, mais c'était un second rôle, c'était dans Fight Club en 99. Mais c'est bien sûr avec Requiem for a Dream en 2000 qu'il explose pour toute une génération, cet accent à couper au couteau. Film que je n'ai évidemment toujours pas vu. Par la suite, on le voit dans des films comme Panic Room, Fun Game, Alexandre ou encore Lord of War. Ouais, j'ai cité vraiment ceux que j'ai beaucoup aimés. Et 3 ans avant Suicide Squad, c'est la consécration pour lui, pour son rôle dans le film Dallas Buyers Club, où il remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en doublon avec son partenaire à l'écran Matthew McConaughey je me suis dit, il faut que je le lance tout de suite parce que sinon c'est fini, qui remporte lui de son côté la statuette du meilleur acteur pour le film. D'ailleurs le film Dallas Buyers Club la même année remporte le meilleur film, si je dis pas de conneries. Je l'ai jamais vu. Mais c'est pas possible. Non, si, je t'assure. Franchement, il est dans ma liste des films à voir depuis des années et qui trône. Voilà. J'ai le Blu-ray, je pourrais te le prêter si tu veux. Voilà. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. C'est aussi Jared Leto, pour tous nos petits pop rockers des années 2000 qui nous écoutent, le leader du groupe 30 Seconds to Mars. Voilà.
Ouais, puis il a aussi, on peut quand même citer qu'il a joué dans le Blade Runner de Denis Villeneuve. C'est vrai. Qui est quand même un film assez marquant des années 2010, me semble-t-il en tout cas. Donc c'est moi ce qui me surprend quand je vois sa filmo, c'est que évidemment Suicide Squad, on va largement en parler, mais son personnage est un vrai sujet de discussion autour de ce film. Et moi j'ai pensé que c'était le genre de film qui aurait pu vraiment plomber un peu sa carrière. Et en fait non, il s'en est très bien relevé, notamment avec Blade Runner qui est arrivé après. Et il continue à avoir une filmographie tout à fait honorable. Depuis, il a fait pas mal de films, notamment House of Gucci, qui est un très mauvais film certes, mais il a quand même joué dans un Ridley Scott. C'est un peu le problème avec Jared Leto, j'ai l'impression, c'est que effectivement Suicide Squad ne l'a pas plombé, mais depuis son Oscar, c'est une critique qui est assez récurrente quand on parle de lui. J'ai l'impression qu'il a ce côté un peu grosse tête. Un peu méthode acteur qui se plonge à corps perdu dans ses rôles, mais au final pour des résultats un peu nuls, hein, on peut le dire. En tout cas très en dessous de ce que sa performance était censée annoncer. Et je crois qu'il a joué dans le dernier volet de Tron, là aussi, l'année dernière, si je dis pas de conneries. Tron. Ouais, il a joué là, ok. Il a joué dans le 3, je crois, et apparemment c'est de la merde. Moi je les ai pas vus non plus, mais... Je connais quelqu'un qui va hurler en entendant qu'on a dit que c'était nul Tron. Encore Jacques ? Cyril, si tu nous entends, c'est pour toi. Mais c'est pas moi qui ai dit que c'était pas bien, donc me crie pas dessus quand on se voit la prochaine fois. J'ai pas dit que c'était. J'ai dit qu'apparemment le dernier Tron est très mauvais. J'ai pas dit que la saga était nulle. Si on parle de la saga, de ce que je sais, parce que je ne les ai pas vus, le premier je l'ai vu, mais je m'étais endormi devant. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je pense que je l'ai vu à une époque où j'étais pas capable de tenir les films un peu vieux et qui jouaient beaucoup sur des effets spéciaux très à l'ancienne finalement. Je crois que le premier Tron c'est dans les années 80. Après il y a eu la suite. Une reprise, on va dire, un espèce de rebirth de la série. Tron Legacy avec Daft Punk à la musique, c'était ça qu'on retient beaucoup. Et je sais qu'apparemment, à part le premier film qui est apparemment excellent, les deux suites sont vraiment très mauvaises. Notamment la troisième, la dernière qui est sortie avec Jared Leto, qui finalement relève un peu le niveau de la précédente, de ce que j'ai compris en termes de critique. Je me trompe peut-être. À voir un jour. Je fais peut-être des raccourcis. Petite anecdote Suicide Squad pour Jared Leto, pour son rôle du Joker, tout a été dit et son contraire, évidemment. Apparemment, il déclare, lui, qu'il y aurait de quoi faire tout un film autour du personnage. David Ayer, lui, précise que oui, il y a quand même beaucoup de scènes qui n'ont pas été montrées. Mais on en reparlera quand on parlera des bandes annonces. Apparemment Will Smith ne l'a jamais vu hors de son personnage tellement il était plongé dedans. Je crois que Will Smith avait déclaré j'ai jamais vu Jared Leto, j'ai toujours vu le Joker. Il a envoyé des ravivants à Margot Robbie. Bref, il s'est plongé à corps perdu comme je le disais, pour un résultat plus que discutable. On va ensuite parler de l'acteur du personnage de Rick Flag, incarné par Joel Kinnaman, à ne pas confondre avec la pâtisserie bretonne, je précise, qui incarne donc Rick Flag. Moi, je le connaissais quasiment que pour ce rôle, mais c'est vrai que je l'ai vu dans le remake de Robocop, qui était en 2014, qui était nul. Mais il a quand même une petite filmo, je vous invite à aller voir. C'est vrai que généralement quand je fais les points casting, je note vraiment les films que j'ai vus ou que j'ai aimé ou pas, mais que j'ai vus en tout cas. Là, j'en ai pas vu beaucoup et surtout, même dans les autres où je l'ai vu, il m'a pas marqué plus que ça. Je note quand même l'assez sympathique mais quand même dispensable Silent Night de John Woo en 2023 ou la série Altered Carbon, du moins la première saison en 2018. Excuse-moi, tu voulais dire ? Non, mais pareil que toi, c'est un acteur, je l'ai, en revoyant le film, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est lui. Dans quoi je l'ai vu, je sais pas. J'ai vraiment eu ce truc de... Pourtant, c'est pas un mauvais comédien, mais... Non, c'est sûr. Il m'a pas imprimé la rétine. C'est ça. Je l'ai vu aussi forcément dans la suite reboot The Suicide Squad de James Gunn, ce qui reprend son rôle. Mais bon, voilà. Viola Davis incarne donc Amanda Waller, mais bon là Viola Davis on en a vraiment parlé pendant notre épisode sur Prisoners, donc je vous invite à aller le réécouter. On a Jake Courtney qui joue Captain Boomerang. Jake Courtney, Die Hard, Belle Journée pour mourir, où il incarne le fils de Bruce McLean Willis. Alors je le dis, mais vraiment il devrait y avoir une clause pour dire que ce film n'a jamais existé. Il joue le personnage d'Eric dans la saga Divergente et il a joué aux côtés de notre Khaleesi préférée de Game of Thrones, Emilia Clarke, dans Terminator Genesis, pareil. Un film à la qualité plus que controversée. Ouais, discutable aussi. On a aussi l'acteur Jay Hernandez qui incarne Diablo, El Diablo. Je le connaissais pas du tout. Dans les films dans lesquels il a joué, j'ai juste vu qu'il avait joué dans la version US de LOL. Mais surtout, c'est lui qui double en version originale le papa de Bonnie dans Toy Story 4. Voilà, petit lien avec nos anciens épisodes. Tout est lié. C'est bon, on fait du multiverse aussi. C'est ça.
On a également l'acteur Adewale Akinwoye Agbaje. Je suis désolé pour la prononciation, j'ai essayé de le faire bien. Qui joue donc Killer Croc. Alors lui, Adewale, c'est un acteur que j'apprécie. Pardon pour le micro, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de parler de lui. Moi, je l'ai connu dans la série Lost où il joue le personnage de Monsieur Echo. Et en faisant mes recherches, j'étais vraiment en mode putain, je suis trop content de parler de lui. C'est un acteur que je trouve trop sous-estimé, machin. Etc. En fait, à part Lost, c'est pas une filmo extraordinaire de ce que j'ai vu. Il a eu des rôles plus ou moins importants dans pas mal de films, mais je pense qu'il m'a tellement marqué dans Lost que voilà quoi, j'étais vraiment en mode putain, je suis trop content de parler de ce mec. Et puis là, en plus dans le film, si tu sais pas que c'est lui, ah bah oui, tu le reconnais pas. Moi, je savais pas, tu vois. Moi, je l'ai découvert quand j'ai fait Merger. Je fais putain, c'est lui qui fait Killer Croc, incroyable. Donc voilà, on a Cara Delevingne qui incarne l'Enchantresse. Bon, alors elle joue dans le film Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Ah oui, c'est vrai que c'est elle. Et dans la série Carnival Row, aux côtés d'Orlando Bloom sur Amazon Prime. On a ensuite Karen Fukuhara qui joue le personnage de Katana. Alors ça, c'est son premier rôle au cinéma, mais vous la connaissez sans doute beaucoup plus, comme moi, pour son incarnation du personnage de Kimiko, aka la fille, dans la série Prime The Boys, dont la dernière saison arrive le 8 avril de cette année. Donc voilà, je suis très pressé personnellement, donc c'est pour ça que je suis content d'en parler. Donc adaptation du comics éponyme de Garth Ennis. On notera également la présence de Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood, ou encore de David Harbour, que l'on a pu voir récemment dans plusieurs films et séries Marvel, puisqu'il incarne le Red Guardian depuis 2021. Mais c'est aussi, et bien sûr, lui qui joue le rôle du shérif Jim Hooper dans la série Stranger Things. Ah mais oui, c'est vrai. Eh oui, je vous promets, il n'a pas dormi devant le film normalement, de ce qu'il m'a dit. Non, mais il a été normalement bien. Ça m'a même pas tiqué, quoi, honnêtement. Je vais faire un petit point production quand même, parce que c'est intéressant. Je disais dans l'édito que le film, pour moi, j'avais vraiment eu l'impression de voir une énorme bande-annonce. Et comme je l'ai dit aussi, ça a été une production très chaotique, très rapide. En 2014, en fait, Warner a engagé David Ayer pour écrire et réaliser Suicide Squad. Le problème, le script est écrit en à peine 6 semaines parce que le studio veut absolument sortir le film rapidement pour alimenter son nouvel univers DC lancé par Man of Steel, comme je disais. Et en 2015, en fait, il y a un premier teaser très sombre qui est montré à la Comic-Con et qui fuite sur Internet. Warner, dans l'urgence, est obligé de le publier officiellement parce que c'était un film qui était quand même assez attendu à l'époque. Mais du coup, en 2016, parce que suite à cette bande-annonce très sombre, et surtout en parallèle à l'échec de Batman vs Superman, l'échec, assez entre guillemets, quoi, mais en tout cas... ça a été, il s'est fait massacrer à la sortie par les critiques, c'est pas ce que les gens voulaient voir à l'époque, version cinéma... On fait une parenthèse dessus, mais la version cinéma est quand même bien moins bonne que la Director's Cut qui rajoute quasiment 35 minutes de mémoire et qui se focus beaucoup plus sur les enjeux notamment politiques et sur la partie procès qui est un peu expédiée dans la version de base. Donc à ce moment-là, clairement, ils sont pas en odeur de sainteté. On voit bien que ça fonctionne pas, et puis on reproche beaucoup à BVS sa résolution, son dernier acte avec le retournement de Superman qui pour beaucoup est jugé ridicule. Donc ils sont clairement pas dans une grosse période, quoi. Extrêmement ridicule. Mais du coup effectivement c'est quand je me souvenais un peu de cette histoire-là, de la bande-annonce correspondait pas à ce qu'on avait vu à la fin. Mais c'est vrai que la première bande-annonce, ça ressemble pas du tout au film, quoi. Bah non, en fait, David Ayer, lui, je pense qu'il était sur la même ligne directrice que Zack Snyder. Il voulait un univers beaucoup plus sombre, justement, pour contrebalancer les films Marvel très lumineux, très colorés. Et du coup, suite à ces critiques, et donc comme tu l'as dit, merci d'avoir précisé pour Batman vs Superman, les retours qu'il y avait eu, Warner en fait se dit mince, non mais là ça va pas le faire, on va pas refaire un Batman vs Superman encore. Donc en 2016, une nouvelle bande-annonce est montée par une société qui est spécialisée dans les montages de bandes-annonces, montée sur la musique de Bohemian Rhapsody de Queen. Et cette bande-annonce devient virale, elle change complètement la donne. Le studio veut soudain un film plus fun, plus pop, parce qu'ils se disent c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens veulent. Résultat, des reshoots sont faits et en fait il y a 2 montages différents qui circulent. Et ça je trouve ça fou. Parce qu'en fait du coup, au début de mon édito, je disais Release the Ayer Cut, là, en référence à Release the Snyder Cut, qui a finalement été créé plus tard pour Justice League. Mais pour ce qui concerne Suicide Squad, en fait c'est David Ayer lui-même qui, quelques années après cet échec, critique en tout cas, disait qu'il y avait sa version du film, qu'elle était beaucoup plus sombre et qu'elle était beaucoup plus fidèle au premier teaser qui avait été montré à la Comic-Con en 2015.
Et en fait, je trouve ça dingue. Comme je disais, il y a 2 montages différents à ce moment qui circulent suite à la deuxième bande-annonce. Il y a le montage de ailleurs. Et en fait, Warner a demandé à la société qui avait monté la deuxième bande-annonce de remonter le film. Et du coup, il y a 2 montages qui circulent. Et le film, le résultat final, en fait, c'est un mélange des 2. Et ça se ressent quand tu sais ça, mais d'une manière absolument infecte. C'est-à-dire que le film, c'est une énorme bande-annonce, mais en plus qui est mal faite. C'est assez hallucinant. Du coup, le film est devenu un mélange entre la vision du réalisateur et une bande-annonce devenue beaucoup trop populaire. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Donc c'était mon petit point production parce que je trouve ça fou. Juste rajouter un truc, Vas-y. parce que donc effectivement ce film s'inscrit dans l'univers DCU qui était initié par Zack Snyder. Donc il y a quand même eu une suite. Après ça, il y a eu Justice League, la version cinéma avec le succès qu'on lui connaît. Alors Il y non, a- justement. Non, mais le succès au sens ironique du terme. Ah, la bien version sûr, cinéma a excuse-moi. été. Mais t'es trop sérieux là, t'es fatigué là. Allez. La version cinéma était un cataclysme. C'est un des plus mauvais films de super-héros de Ah oui, ces alors, 40 dernières années, quand même, faut le dire. Pour préciser, hein, quand même, pour la version de Justice League, on clash beaucoup Snyder, etc. Mais la version cinéma dont parle Guillaume, en fait, faut savoir que. Oui, c'est Joss Whedon. Enfin, ils sont deux dessus, quoi. Non, alors c'est un peu plus subtil que ça. C'est en fait, Snyder a quitté la production. Oui, je sais. La post. Oh bah ça va, excuse-moi, je pensais t'apprendre quelque chose, merde. Mais les gens, je vais leur apprendre quelque chose quand même. Je finis. En fait, Snyder a quitté la post-prod de Justice League. Il a quitté le projet parce que sa fille s'est suicidée, tout simplement. Et du coup, en fait, Warner, pour faire ça, s'est dit on va engager le réalisateur des 2 premiers Avengers, histoire de faire ça. Et en fait, il y a des reshoots qui ont été faits, des scènes qui ont été retournées, un montage qui a été complètement fumé, des réécritures aussi. Et c'est le résultat qu'on connaît au cinéma. Et je te redonne la parole, excuse-moi. Non, mais surtout que le film final au cinéma fait 2 heures, ce qui est beaucoup moins que ce que devait faire le film à la base, puisque la Snyder Cut fait 4h02. Absolument. Ce qui est un autre problème, parce qu'elle est ridiculement longue, la Snyder Cut, même si elle est très bien, ça ne mérite pas de durer aussi longtemps. Donc du coup, il y a eu quand même cet univers qui a vivoté avec les films Wonder Woman, puis les films Aquaman, et puis finalement, on a laissé gentiment mourir tout ça, parce que Ben Affleck a jamais pu faire ses Batman. Mais quand même, on parle de ça, et comme souvent dans le podcast, on ne le fait pas exprès, mais il se trouve que Zack Snyder a pris la parole il y a une quinzaine de jours pour dire qu'il allait avoir une suite à la Snyder Cut, mais en version comics. Il a expliqué qu'il allait aller au bout de son projet, mais sur une version comics, voire potentiellement une adaptation animée. Donc on verra ce que ça donnera. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que j'aime toujours que les auteurs puissent aller au bout des histoires qu'ils ont à raconter, parce que quand on regarde Justice League, c'est clairement pas la fin. Enfin, même la Snyder Cut, ça appelle à une suite. Et pour revenir sur ce que tu disais au départ, moi j'aimerais bien voir la version de David Ayer. Pour le coup, j'aimerais bien que ce cut soit accessible. Il y a souvent, comme c'était le cas pour la Snyder Cut, des comédiens qui disent qu'ils en ont vu des morceaux ou voire qu'ils ont tout vu. Je sais, c'est difficile de savoir si vraiment ils ont vu ça, mais moi j'aimerais bien qu'on voit ce truc-là un jour dans son ensemble, avec vraiment ce qu'aurait dû être cet univers. Et j'ose espérer que si les comics sortent, ça donnera au moins une fin à cette histoire, aussi bonne ou mauvaise soit-elle. Là, je parle même pas de la qualité intrinsèque du truc, mais qu'une bonne fois pour toutes, ce truc soit fini. C'est quand même un espèce de serpent de mer qui est là, quoi. Aujourd'hui, James Gunn est revenu, il a pris la tête du truc et on continue à le faire un peu chier avec ce truc, quoi. Donc à un moment donné, ça serait bien que définitivement on sorte de ce truc. Ça ferait du bien à DC, je pense. Moi je sais que, tu vois, je parlais du rachat de la Warner là, qui est en train d'être acté, etc. À l'époque, c'était Netflix qui était censé avoir gagné les enchères, et moi j'avoue, premier réflexe, vu que Netflix travaille beaucoup avec Snyder, je me suis dit putain, ils vont relancer la Snyder Cut, on va voir la suite, parce qu'il faut savoir que quand la Snyder Cut est sortie finalement, donc la version de 4 heures de Justice League, on a eu dans les mois qu'on suivit des storyboards et tout le projet qui était de faire la trilogie de Justice League, et qu'est-ce que ça allait faire. Et en fait, tu te dis, mais me donnez pas ça, en fait. Parce que j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir où ça devait aller. Parce que pour le coup, la Snyder Cut de Justice League, elle est ce qu'elle est. Elle est très longue peut-être, mais elle est vachement intéressante sur plein de points. Ah, mais clairement, moi j'ai adoré ça. Hein. Voilà, moi aussi. Pour le coup, moi aussi. On l'a vu ensemble. Oui, je me souviens, parce que c'était en 2020. Le truc était on l'a vu à la sortie sur HBO Max. Enfin, c'était Prime, je crois qu'il y avait. Moi, toi, tu l'avais pris sur Prime, et moi, je l'avais pris. Non, moi, je l'avais pris sur Prime. Non, et toi, tu l'avais pris sur Apple. Prime aussi. Ah ouais, bah oui, c'était que sur Prime qu'on l'avait vu. Effectivement, c'est eux qui avaient vu le truc. Enfin voilà quoi. Mais du coup, oui, c'est intéressant. Alors moi, pour voir
voir la version de David Ayer. Je suis pas certain d'avoir cette volonté-là. Je vais être tout à fait honnête, là je parlais un peu de moi. Je pense que je me fais assez souffrir à regarder des séries et des films mauvais juste pour être complétiste. Évidemment que si la version de David Ayer existe, un jour je la regarderai à cause de toi. Mais en réalité, je suis pas militant pour qu'elle se fasse. Il y a un moment donné. Et pourtant. Pour ce qui est de la Snyder Cut et des suites qu'on ne verra sans doute jamais, à ce moment-là, je voulais vraiment les voir. Mais là, en fait, avec le recul, là, c'est bon, il y a un nouvel univers qui a été lancé, un truc comme ça. Oui, je suis d'accord. Stop it, it's already dead. Hein. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'il faut en finir avec ça. C'est pour ça que je trouve ça bien que Snyder finisse son truc sur un autre médium. Oui, c'est bien. Et puis sur un autre médium, ça peut être intéressant, effectivement. Surtout s'ils font un truc d'animation, parce que DC Animation, pour le coup, est plutôt pas mal. Hein. Ouais, ils font des projets assez corrects, donc ça peut être vraiment intéressant. Je suis d'accord. Pourquoi on a choisi ce film, en fait ? C'est vraiment ma question, quoi. Qu'est-ce qui nous a pris ? C'est une bonne question. Je sais pas pourquoi on a choisi ce film, parce que on aime bien quand même les films de super-héros, ça vous l'avez compris. C'est quand même un film qui a beaucoup fait parler de lui. C'est un film qui s'est fait détruire de manière unanime par tout le monde, le public, la critique, même la critique YouTube, etc. Faut aussi le remettre dans le contexte. Hein. Le film sort, pour le coup, on est dans une période où vraiment les critiques ciné internet pullulent. Il y en a énormément, des américaines, mais aussi en France. Et ça a été un peu le genre de film qui a permis de développer le trash talk sur les critiques de films, où vraiment ce qui marchait, c'était de dire du mal des films. Et il y avait un accord global entre tous que c'était un mauvais film. Et clairement, moi je me souviens la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça très 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 mauvais. Enfin, vraiment, ça ressemblait pas du tout à ce que nous avait posé comme base Snyder avec Man of Steel, qui est pour le coup très bien. BVS, qui est la version ciné est pas bien, mais l'extended cut est quand même beaucoup mieux, même si elle est pas parfaite. Elle est beaucoup plus digeste. Elle est plus digeste, et puis voilà, il y avait quand même dans ces deux films-là des vraies qualités de réalisation, des qualités visuelles, parce que Snyder, il a un style qui est très identifiable. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien reconnaître l'identité d'un réal à travers ses films, et je trouve que c'était le cas avec les deux premiers. Le problème, c'est que ce film-là, il va dans un sens très différent, et malgré tous les efforts du film pour essayer d'être effectivement très drôle et tout, il est quand même basé sur une réal qui colle pas. Le film est visuellement très sombre, il y a très 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 peu de scènes, il y a quasiment pas de scènes en plein jour. Oui, absolument. Il y a vraiment une DA qui colle à ce qu'étaient les films précédents. Il y a des raccords directs, parce qu'on voit Batman dans les premiers films, dans les premières minutes, donc on voit Ben Affleck. Le film, pour le coup, il réussit un truc que les autres n'ont pas réussi, c'est à s'accrocher vraiment dans l'univers. Le wagon, il est pas mis à l'arrache dedans, je veux dire, il y a une continuité. Moi je trouve que le personnage d'Amanda Waller il est intéressant, donc voilà. Après oui, c'est vraiment un film qui est très mauvais. Moi j'en avais vraiment un très mauvais souvenir, et je l'ai revu ce matin, parce que évidemment que j'avais jamais revu Suicide Squad. Je n'ai même pas vu les suites, j'ai pas vu Birds of Prey, j'ai pas vu ce qui a été fait en 2021, je crois, The Suicide Squad. Donc voilà, et ce matin j'ai donc allumé ma télé et regardé ça, et j'ai passé un bon moment. J'ai été très surpris. Alors je pense que c'est un contexte qui fait que voilà, mais franchement j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve le film beaucoup moins pire que dans mes souvenirs, et donc je me suis amusé à retourner voir quelques critiques de l'époque, et c'est pour ça que j'ai dit ça en introduction. En fait, je pense que c'est un film qui correspondait aussi à une époque où justement c'était un peu le début, on en avait marre des films de super-héros, on en avait marre des films qui se ressemblent tous, et on en avait marre on commençait à en avoir un petit peu marre de Marvel, un tout petit peu. C'était le début de ça y est, on a compris la formule. Et donc voir DC aller faire ça, alors que c'est pas vraiment la logique de DC au cinéma, notamment parce que la trilogie de Batman de Nolan est allée dans un autre genre, que Snyder a posé un truc plus sombre. Donc forcément ça dénotait, et c'était fait à l'arrache, quoi. Alors qu'on s'entende, c'est pas un bon film, mais franchement je me suis bien amusé. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient pas si mal. J'ai trouvé que
le film, en fait, il assume quand même ce qu'il est. C'est-à-dire que, par exemple, les incrustations de texte autour des personnages au début, c'est kitsch à mort. En fait, c'est un nanar, ce film. Et je trouve que c'est un vrai nanar parce qu'il se prend au sérieux en étant mauvais. Et du coup, j'étais vraiment surpris. Je m'attendais j'ai un peu repoussé le moment de le voir parce que je m'attendais vraiment à passer un très, 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 très mauvais moment. Et ben non, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que ça. On a fait des films dans le podcast que je trouve franchement moins bons que celui-là. Donc voilà, c'est un vrai divertissement et c'est tout. Ça fait rien d'autre que ça. Alors évidemment, on a un gros problème sur le Joker, qui est un personnage vraiment qui ne ressemble pas du tout au Joker qu'on connaît. Cela étant dit, je veux bien croire David Ayer quand il dit qu'il y aurait des choses à raconter pour comprendre pourquoi il est ça, le Joker, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça aurait été peut-être intéressant de nous le présenter avant, mais bon, ça impliquait de faire un film que sur lui, et ça, faut peut-être pas exagérer. Mais ouais, franchement, à ma grande surprise, et je savais que ça allait te surprendre, parce que Dieu sait qu'on déteste ce film, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Bon, alors, vous voyez pas sa tête, moi je la vois, et je sais qu'il est désespéré de moi, mais il va vous dire pourquoi c'est vraiment pas bien, du coup. Quelle indignité. C'est vraiment... non mais là on n'en peut plus de Guillaume, voilà, je vous le dis, on n'en peut plus. Là bientôt on va faire comme tous les plus grands duos du YouTube Game, on va se séparer parce que là vraiment ça ne va pas du tout. Non, le choix du film, si je peux rebondir là-dessus déjà pour commencer, c'est parce qu'en fait on avait fait 2 derniers épisodes qui étaient un peu intenses, que ce soit de mon côté avec Toy Story 4, un peu intense émotionnellement. Oui, je suis un petit peu faible, je suis très sensible. Et surtout intense politiquement avec Barbie. Donc on s'était dit, putain, ça serait bien de faire un film où on se prend pas la tête, on rigole, machin. Un peu plus léger. Un peu plus léger. Bon, pour l'instant, rire, voilà, vous l'entendez, Guillaume ne rit pas du tout, donc j'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, oui, Suicide Squad, ça peut être sympa, il peut rentrer dans ce carcan-là, donc voilà. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup d'attentes pour ce film. J'avais beaucoup d'attentes parce que je n'avais pas détesté Batman vs Superman, j'avais plutôt apprécié Man of Steel. J'étais très curieux. La première bande-annonce m'avait beaucoup plu, le premier teaser. La deuxième m'avait plu également, mais déjà à ce moment-là, j'avais commencé à mettre une petite garde. Mais j'étais quand même très curieux, et j'étais surtout très curieux du personnage du Joker. Comment il allait s'imbriquer là-dedans, parce que la promo, tout a été fait sur Harley Quinn et le Joker. Elle s'est basée uniquement sur ça. Elle s'est basée principalement sur le personnage du Joker. C'était la nouvelle incarnation du personnage. C'est pour moi, à l'époque, un nouveau Joker, c'était comme s'il y avait eu un nouveau Spider-Man. Et ça a été le cas parce que je crois qu'en 2016, c'est en 2016 qu'il y a eu Captain America Civil War. Et même si Peter Parker, Tom Holland apparaît beaucoup moins longtemps dans Civil War, il est 1000 fois plus marquant que ce que fait Jared Leto avec le Joker. En tout cas, dans la version qu'on nous montre. Et je trouve ça vraiment dommage parce que quand je suis sorti du film, j'étais en mode putain, les enfoirés. Ah non, mais c'est pas possible de se foutre de la gueule du monde comme ça. Mais comment ils ont pu nous avoir de cette manière ? Alors je dis pas, c'est vrai que quand les premières photos, je me rappelle, du Joker avaient été dévoilées, les premières photos officielles de Jared Leto avec ses tatouages, ses dents en plomb, tous ces trucs-là, cette coupe, ce Joker mi-BG, mi-gangster... voilà, il y avait de quoi s'inquiéter en réalité, parce que quand tu connais un peu le personnage dans les comics et dans ses différentes adaptations, tu t'attends pas à voir un Joker comme ça. Mais j'étais curieux parce que Jared Leto, je l'aimais bien, cet acteur à ce moment-là. Je l'avais encore en tête dans Dallas Buyers Club, une super presta. Les films que j'ai cités quand j'ai fait le côté casting sur lui, c'est des films que j'aime beaucoup. Donc j'étais vraiment curieux et putain, mais quelle ne fut pas ma déception, la chute a été tellement rude. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi. Et donc, quand je l'ai revu, vous l'aurez compris, je partais pas gagnant, quoi. Et moi, j'ai pas passé un bon moment. Hein. Je suis désolé, mais c'est une purge, ce film. C'est une purge. Vraiment, en plus, ça me tue, parce que vraiment, souvent, je suis le premier à dire non, mais c'est intéressant de revoir des films bons ou mauvais à certaines époques différentes de nos vies, parce que du coup, tu vois à quel point ton avis a évolué ou dévolué, nanani, nanana. Mais là, pas du tout. Le film est aussi mauvais qu'à l'époque. Je suis outré d'un tel carnage. Comment ils ont pu nous faire ça ? Et je suis complètement persuadé qu'effectivement, il y avait un film qui était complètement différent.
sur ce point, je peux être un peu curieux de la Higher Cut, je te rejoins. Mais bon, voilà, là, cette impression constante de regarder une bande-annonce, mais j'en pouvais plus. Tu parlais des trucs qui s'affichent, etc., sur chaque personnage, avec une musique pop différente pour chaque personnage. C'est pas compliqué, les 20 premières minutes du film, c'est juste l'album qui tourne en boucle, l'album soundtrack. Non, je suis désolé, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, tu l'as très bien dit, visuellement, le film ne correspond pas à tous ces petits ajouts. C'est des trucs qui n'étaient pas là au départ. Le problème de ce film, c'est son montage. C'est principalement son montage. Et du coup, voilà. Puis alors, je te passe... j'essaierai de ne pas les rater parce que je les ai notés de côté quand je ferai le résumé détaillé. Mais il y a des scènes, j'étais en mode... Non, mais là, vous vous foutez de la gueule du monde, en fait. Là, vous essayez même pas d'y mettre du vôtre. Vous avez arrêté de réfléchir, là, vraiment. Du coup, non, c'est... Moi, voilà. Et tu disais que pour toi, c'était un nanar. Et moi, je suis pas d'accord du tout. C'est trop cynique pour être un nanar. Moi, je trouve que c'est cynique parce que cette version du film, encore une fois, je veux pas... Étant donné que le film, on sait qu'il devait pas ressembler à ça au départ, je veux pas clasher le réalisateur. Surtout que c'est un réal que je te dis que de base je déteste pas, mais voilà. Mais vraiment, je trouve que le film n'a aucune cohérence visuelle et narrative. Et pour ça, je trouve pas que ce soit un nanar. Tu vois, j'avais marqué trop de sérieux pour être un nanar. Moi, parce que pour moi, un nanar, il y a du second degré. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, ce qui fait d'un film un nanar, c'est un film qui ne veut pas l'être. Non, mais j'entends. Pour moi, c'est pour ça que ça le devient. Alors, je te rejoins. C'est pas. Il y a plein de problèmes. Le montage, il est pas bon, et je souscris totalement au fait que le visuel va pas avec le reste. Il y a un décalage. Mais moi, c'est ça pour moi qui provoque cette idée. Et ça nous montre une fois encore. On l'a dit 1000 fois dans le podcast, mais c'est un très bon exemple. Quand les prods s'en mêlent et choisissent pour les réals, ça donne des mauvais films. Je répète, c'est pas un bon film. J'ai pas dit que c'était un bon film. Bien sûr. Mais du coup, c'est la première fois que je le voyais comme ça, sous le prisme d'un nanar. Et du coup, ça m'a fait marrer, en fait. Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que dans les nanars, il y a quand même du cœur qui est mis. Et là, je trouve que c'est très cynique comme façon de faire. Pour moi, j'arrivais même pas à le voir comme un nanar. Tu vois, je l'ai même noté. Donc voilà, le film n'a pas de direction artistique, n'a pas d'identité. Tu veux que je te dise ? Ça va te faire, ça va peut-être pas te faire rire, mais tu vas peut-être te parler. J'ai eu l'impression de voir des années avant l'adaptation, alors en moins coloré, je te l'accorde, du jeu Suicide Squad qui est sorti il y a pas longtemps par Rocksteady. Mais moi aussi j'ai pensé à ça, notamment je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir fait ça. Surtout parce que le personnage de Captain Boomerang là, il ressemble vraiment au personnage du jeu physiquement. Je pense qu'ils ont pris cet acteur comme point de référence au départ. Je sais pas, ouais. Oui, mais bien sûr que ça ressemble à ça. Enfin, c'est l'esprit. Le jeu s'est inspiré de ce qui est devenu Suicide Squad, puis les films suivants ont été clairement plus dans cette direction. Surtout Birds of Prey pour le coup. Mais Birds of Prey, c'est pas un film Suicide Squad. C'est un spin-off de Suicide Squad, ça. C'est un spin-off sur Margot Robbie. Ouais. Et puis après, j'ai pas vu celui de James Gunn, donc je sais pas ce que ça vaut. Celui de James Gunn est plus dans une ambiance Marvel. En fait, Suicide Squad à l'époque, il a été fait pour et c'est pour ça qu'ils ont rajouté 40 000 musiques et compagnie, parce qu'ils voulaient faire un effet Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie, c'est 2014, pardon. Le premier volet, et ça avait été un choc et compagnie, tu vois. Ils ont essayé de reproduire une formule, mais sans comprendre les tenants et aboutissants de cette formule. Mais en fait, ça s'intègre aussi dans la problématique générale de DCU de tout vouloir faire la même chose que Marvel, mais trop vite. C'est pour ça que la mayonnaise prend pas non plus. C'est pour ça que ça a jamais marché leur truc. Les Gardiens de la Galaxie, je pense que ça n'aurait pas marché aussi bien si ce film était sorti juste après Iron Man. Il a marché aussi parce qu'à un moment donné, il est venu apporter un truc différent dans cet univers-là qui existait, qui était clair dans la tête des gens. Là, t'amènes la Suicide Squad. En plus, c'est compliqué parce que t'intègres ça dans la diégèse de BVS et de Man of Steel. Donc, ça veut dire que déjà, toute la partie méta-humain, t'en rajoutes quand même un sacré nombre. Et la scène post-générique, on en parlera, mais rentre dans cette direction, alors que ton univers, il n'est pas établi clairement. Je veux dire, les personnages principaux, ils sont pas assez établis à ce moment-là. Donc, encore une fois, ça c'est une critique un peu facile, mais c'est vrai, ils n'ont pas su être patients. Ils ont voulu faire ça trop vite et ça donne n'importe quoi. Ouais, moi je trouve que le film manque de passion. Oui, mais parce que je trouve que dans les films de Snyder, t'avais quand même au moins cette envie de faire quelque chose. Là, je trouve qu'il y a aucune envie et que c'est juste cynique en fait. Parce que Snyder, il aime vraiment ça. Je pense qu'il avait très envie de faire ça. Sans doute.
Sans doute. Je suis très déçu de cet épisode, je vous le dis tout de suite, parce que vraiment je pensais qu'on allait être d'accord et tout, et puis là il fait moi j'ai passé un bon moment parce que vraiment... j'ai plein de mal à en dire, je te rassure. Non, mais là je suis très déçu, je tiens à dire, voilà, et hop, on va faire le cynique aussi, donc après les événements du film, allez, on y va. Donc on va rentrer même dans le résumé détaillé. Donc après les événements du film BVS ou Batman vs Superman, l'aube de la justice, et donc après la mort de Superman, le monde, enfin les États-Unis, sont en proie à une question. Oui. Que faire maintenant que le protecteur de la planète n'est plus ? Et c'est dans ce contexte qu'Amanda Waller présente au gouvernement américain son plan pour créer une équipe de vilains sacrifiables afin de protéger le monde, enfin les États-Unis, et préserver leurs forces armées. Pour ce faire, elle souhaite engager Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, El Diablo, Captain Boomerang, Slipknot et l'Enchantress. Ça fait du monde. L'Enchantress, c'est une sorcière millénaire découverte par une jeune chercheuse archéologue, Lara Croft, et qui a pris possession de cette dernière. Elle est contrôlée par Waller, qui détient le cœur de l'Enchantress. Mais l'Enchantress, elle veut trouver et libérer son frère, une entité démoniaque lui aussi, pour prendre possession du monde et contrôler les humains. Les humains qu'elle estime responsables de leur enfermement, puisqu'ils se sont retournés contre eux il y a des millénaires de ça, du coup. Je précise ici que si elle est contrôlable, c'est également parce que le colonel Rick Flag, un colonel aux ordres d'Amanda Waller, est amoureux de June Moon, l'archéologue au sein de laquelle vit l'Enchantress. En gros, l'Enchantress, elle va réussir à échapper à la vigilance de Waller et de la vigilance de Flag, et réussir à libérer son frère, et donc ce dernier va commencer à foutre le bordel dans la ville de Midway City, et l'Enchantress va finir par le rejoindre. Et grâce à l'énergie de son frère, son cœur va rester protégé. Il va lui donner une toute autre aura. Pour l'anecdote, la ville de Midway City est normalement associée aux super-héros Hawkman et Hawkgirl dans les comics. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Du coup, cette situation va donner à Amanda Waller le feu vert pour lancer son projet X. Et je ne parle pas de fête délurée, non, je parle bien sûr de la Suicide Squad. Nos super-héros n'auront d'autre choix que d'obtempérer puisqu'on leur injecte une micro-bombe dans le cou. Et s'ils tentent quoi que ce soit, boum, d'où le nom Suicide Squad, tout simplement. Alors en plus, il se change dans le camp de survivants, ça n'a aucun sens, bref, c'est pas grave. Il se prépare et il s'apprête à partir à Midway City, mené par un Rick Flag déterminé. Dans le même temps, en parallèle, on va suivre... Jared Joker, plus gangster que jamais, qui souhaite retrouver et libérer Harley Quinn. Donc il va foutre la pression à un garde de la prison, découvrir où elle se cache, il va ensuite découvrir comment désactiver la bombe dans le cou de cette dernière. Et entre-temps, il va même réussir à lui faire passer surtout un téléphone portable dans une scène. Une scène, mais crédible au possible, où le gardien que du coup il menace à côté tend le portable à une Harley qui est sanglée sur une chaise, devant tous les soldats qui l'entourent, en lui parlant comme s'ils étaient que tous les deux. Pratique, j'ai envie de dire. Voilà, ça marche bien. À Midway City, du coup, toute l'équipe menée par notre Rick Flag dépressif sont chargés de récupérer un colis d'une importance capitale au sein d'un bâtiment. Sur leur route, ils vont devoir affronter des civils et des soldats devenus des sortes de claqueurs de The Last of Us, mais en version Temu. Finalement, le colis... C'est vrai que c'est ça. Ah bah oui, finalement, le colis n'est autre qu'Amanda Waller en personne, qui s'était dit c'est le bordel, je vais rester sur place. Quand ils vont la récupérer, celle-ci va tuer toute son équipe, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de témoins. Donc une femme très très gentille, vous l'aurez compris. En voulant l'emmener, c'est à ce moment que le Joker arrive avec un hélicoptère qu'il a détourné. Ils sont sur le toit, ils doivent s'en aller. Pour sauver Harley Quinn. La bombe étant désactivée, le boom ne marche pas. Waller ordonne donc à Deadshot de tuer Harley. Il s'exécute, mais ne l'exécute pas elle, et dit qu'il a raté, parce que oui, l'honneur parmi les voleurs. Mais c'est pas grave, parce que Waller demande à un autre hélicoptère de descendre celui du Joker. Harley est à ce moment-là la seule à survivre au crash, et suite à ça, c'est au tour de Waller d'être abattu dans sa fuite et d'être capturé par l'Enchantress et son frère, qui vont lui soutirer toutes les infos sur les bases militaires mondiales, enfin non, les bases militaires américaines dans le monde. L'équipe retrouve Harley sur leur route, découvre à ce moment que l'Enchantress est finalement la meuf de Flag, et décide qu'ils en ont plus rien à foutre et ils vont boire un coup. Dans une scène souvent considérée comme la moins faible du film, puisqu'elle est totalement improvisée par les acteurs, soi-disant.
Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Ouais, apparemment Ayer leur avait dit de rester dans le personnage, dans leur personnage respectif et d'improviser tout un dialogue à ce moment-là de leur histoire dans le film, quoi. Ok. Suite à cette discussion, nos joyeux compagnons décident d'aller secourir Waller et sauver le monde, et on va s'arrêter là pour le moment. Mon Guillaume, du coup, toi qui as adoré ce film. Non, tout de suite. Non, mais j'ai bien compris. La déformation de mes propos, c'est scandaleux. Non, mais là vraiment, voilà. Mais franchement, à ce moment-là du film, quelle scène te marque? Quelle scène retiens-tu? T'as forcément un moment préféré, plein de moments préférés. Non, j'ai pas plein de moments préférés. Mais si. Non, mais en fait, je le répète, c'est pour ça que je trouve que le film, c'est un nanar, parce qu'il fait des trucs... la scène du téléphone, pour moi, c'est l'exemple type du truc débile, quoi. Personne ne croit à ça, mais en même temps, eux, ils y croient. Moi, c'est ça qui m'a fait rire. Après, je trouve que comment dire... En fait, il y a quand même plein de trucs qui sont cons. Genre, moi j'adore la scène de l'Enchantresse là, qui ramène les plans secrets qui sont cachés dans je sais pas quel pays du Moyen-Orient sur le bureau du mec. Bah écoutez, si elle peut faire ça, on va peut-être arrêter les guerres dans le monde, puisqu'a priori elle peut récupérer les plans de tout le monde partout. Et en fait, ils n'en font rien. Et il suffit de faire ça, le mec il reçoit, elle vient en plus avec un vieux classeur dégueulasse, et le mec il voit ça, il dit bon bah c'est bon, allez, faites votre petit jeu là avec votre Suicide Squad débile là. Et en fait, c'est ça moi qui me fait rire, c'est de voir à quel point le film fait des trucs ultra, parce qu'il faut imaginer cette scène là, ils sont dans un ils sont au Pentagone en fait. Très haut gradé, c'est des mecs. On est dans une réunion du Pentagone. Enfin, la salle de réunion classique du Pentagone. Ouais, exactement. Donc, encore une fois, moi, dans les films, c'est ça, je trouve, qui fait le décalage et qui me donne ce sentiment de nanar, c'est que tout est fait comme dans n'importe quel film ultra sérieux, sauf qu'on n'y croit jamais. Mais je suis d'accord. Mais moi, tu vois. En fait, je trouve pas les mots pour dire pourquoi je trouve pas que c'est un nanar. Mais moi, ce que tu dis sur le côté sérieux, machin, Batman et Robin. Un aspect nanardesque absolument fou. Mais moi, je trouve moins, parce que Batman et Robin, il sait notamment dans l'écriture, dans les textes, en fait, Batman et Robin, tu rigoles avec le film. Le film essaye de te faire rire. Il y a plein de punchlines qui te font rire dans le film. Dans ce film-là, le film fait tout sérieusement. Moi, c'est ça qui crée, et c'est pour ça que le terme de nanar, on n'y donne peut-être pas le même sens, mais c'est pas très grave. Mais moi, c'est ça qui rend le film, qui m'a fait rire ce matin, et du coup, passer un moment moins désagréable, parce que j'ai vu tout le film sous ce prisme-là, c'est que le film fait tout premier degré. Batman et Robin, ou même Batman Forever à mon sens, mais Batman Forever est plus proche du nanar que Batman et Robin. Oh vas-y, c'est pour moi. Je me casse. Batman et Robin, il essaye de te faire rire. Mais non. Mais si, il essaye de te faire rire. T'as combien de répliques dans le film qui sont archi drôles de Schwarzenegger? Je suis d'accord, mais tu peux pas dire que Batman Forever fait un plus gros nanar que Batman et Robin. Mais si, parce que Batman Forever, il se prend un peu plus au sérieux. Mais je refuse de voir ça comme ça, et je pense que c'est ça le problème. C'est pas une différence de définition. Je pense que c'est juste que non, je peux pas voir ça comme ça. Mais ce que je peux entendre, encore une fois, c'est pas. Après, voilà, je te dis, moi, il y a vraiment des moments où j'ai rigolé devant le film. La première fois qu'on voit le Joker et la gueule qu'il a, enfin vraiment, ça va pas. Les scènes dans la boîte de nuit, mais surtout la scène où il est chez lui entouré de couteaux, là, genre t'as un plan vu du dessus, t'as un espèce de build-up, tu te rends compte. Et j'ai mis pause, je me dis attends, c'est censé visuellement nous raconter un truc, ça, parce que parfois t'as finalement la manière dont c'est placé les couteaux, ça forme un dessin, un truc. Bien sûr. Hein. Mais en fait non, c'est un chemin. Enfin c'est nul, c'est que des trucs comme ça. Et son personnage, il est ridicule au Joker, et ça marche pas. Je l'ai vu en VO le film, son rire ça marche pas, son look ça marche pas. Mais du coup là aussi ils sont dans un truc, les mecs, hyper premier degré, donc en fait ça m'a fait rire. Et après je savais pas ce que tu disais tout à l'heure, mais oui effectivement la scène du bar c'est peut-être la seule scène qui est à peu près correcte, parce que oui ça joue pas trop mal, il y a quand même pas des mauvais acteurs. Non mais ça, c'est vrai que je me concentre sur le négatif, mais le casting fait ce qu'on lui demande. Bah Will Smith déjà t'es content de le voir, même si son personnage est cliché comme pas après possible. Will Smith, moi j'ai un problème avec cet acteur, c'est que ça fait longtemps maintenant que j'ai l'impression, quand je vois un film avec lui, de voir Will Smith et de pas voir ses personnages. Oui, ça me fait ça avec pas mal avec d'autres acteurs. Je sais qu'on en avait parlé d'un, je sais pas qui, dans le podcast à un moment donné. Je suis totalement d'accord avec toi. Lady Gaga, voilà, quand on avait mentionné Lady Gaga dans Folie à 2, moi j'ai pas l'impression de voir je comprends. Lady Gaga, son personnage. Bref. Non mais je comprends, mais du coup cette scène là est pas trop mal. Et après moi j'ai quand même un truc, c'est que le seul perso que j'aime bien, c'est Amanda Waller. J'aime bien ce personnage. On le revoit dans
pas mal de films. C'est un perso qui est revenu. Alors, à savoir que dans la restructuration de l'univers DC Comics, James Gunn a gardé certains personnages, en a enlevé d'autres. Amanda Waller fait partie de ceux qu'il a gardés. Et moi, je l'aime bien. Cette incarnation-là. Mais elle le fait très bien, Viola Elle Davis. le fait super bien. Ça, je trouve que son perso, il est intéressant dans cet univers-là. C'est-à-dire, moi, le moment où elle bute tout le monde, tous les mecs du FBI, je me dis, ok, c'est un peu cool quand même. Genre, elle incarne quand même la figure, entre guillemets, pas des gentils, mais un peu quand même dans le film, parce que eux, ils sont tous, c'est tous qui sont profondément méchants. Elle, on te vend un peu le truc elle choisit de faire appel à eux pour s'en servir et pour se protéger. Et là, elle tue de sang-froid des mecs qui ont 30 ans qui n'ont rien demandé. C'est ce que fait le film, en fait. On te dit, je crois littéralement à un moment donné, que finalement, on est des méchants, mais au grand cœur, et puis en fait, c'est elle la plus grosse connasse. Exactement. Et du coup, moi, son personnage à elle, je trouve qu'il marche bien, et en plus, j'aime bien cette comédienne. Donc ça n'enlève rien, donc j'ai bien aimé. Après oui, c'est visuellement il y a des effets spéciaux horribles, il y a des trucs, on revient là-dessus, mais comment ils ont pu gagner l'Oscar du meilleur maquillage, enfin il y a des trucs, franchement Killer Croc il est abominable. Mais non, mais parce que Killer Croc en fait c'est marrant, parce que tu vois, ça m'a fait penser à t'as pas encore regardé complètement, mais la saison 1 notamment du live action de One Piece. C'est marrant, j'ai regardé un épisode hier. Ah bah incroyable. Et en gros, tu vas voir, si tu vas au bout de la saison 1, dans la saison 1 à la fin t'as les hommes poissons. Et en fait le maquillage de Killer Croc m'a vraiment fait penser à ce qu'ils ont fait avec le maquillage des hommes poissons dans One Piece en fait. C'est-à-dire que c'est censé être des personnages super imposants, super grands, mais en fait ils leur font un make-up physique sur l'acteur même, et du coup t'as pas cette impression d'immensité finalement, parce que Killer Croc dans toutes les incarnations c'est un monstre. Là c'est juste un homme avec une peau de crocodile quoi. Ouais, totalement. Et pourtant j'adore Adewale mais non mais je suis d'accord, donc voilà ce que je retiens. Et toi du coup, est-ce que tu retiens des trucs? Même pas. Non, parce que vraiment moi je l'ai pas vu par le prisme, j'ai pas réussi à me déconnecter, parce que tu vois, quand je pense à des nanars, des trucs, je pense forcément aux vidéos que fait Guillaume Cassard. On pourrait presque dire un confrère désormais. Non, je rigole, j'exagère, rassurez-vous. Mais voilà, mais Guillaume Cassard, il a un truc justement où il fait que des nanars, etc. Et je te rejoins, il y a ce côté prise au sérieux qui fait que ça participe à cet aspect nanardesque. Mais moi, je trouve que les nanars modernes, parce que c'est souvent des nanars faits pour être des nanars. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, c'est pour ça que pour moi, ça n'en est pas. Si tu essayes de faire ça volontairement, j'arrive pas à voir ce film comme un nanar. J'arrive pas à voir ça comme un nanar, parce que vraiment, je trouve qu'ils ont... En plus, tu l'as dit, c'est un film qui s'imbrique dans un univers étendu. Donc c'est pas juste un film à part. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, Batman versus Superman et Man of Steel se prennent trop au sérieux, ça marche pas non plus, pas pour les mêmes raisons, ça marche pas forcément non plus. Ouais, ça marche quand même beaucoup mieux. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, enfin ouais, je sais pas, moi j'ai un petit problème avec ça. Non, mais encore une fois, j'ai pas prétention d'avoir raison, et c'est la première fois que, en voyant le film, j'ai pensé à ça. Non, bien sûr. Et je répète, je pense que mon état d'esprit fait aussi que ce film-là, je l'ai vu sans doute différemment de si je l'avais vu à un autre moment. Mais voilà, je comprends que tu n'aies pas cette lecture, ça me choque pas. Merci, c'est gentil d'accepter que mon avis soit différent du tien. Vraiment, on est quand même. On va peut-être rester encore un peu en duo là, je te le dis. Non, mais moi, qu'est-ce que je retiens de ce film à ce moment-là? Moi, je suis, malgré tout ce que j'en dis, je suis quand même très déçu je suis très déçu de pas avoir vu plus de choses du Joker, parce que je trouve que le film, il y a plein de scénettes qui montrent qu'il y avait quand même tout un truc autour du personnage, et que du coup merde quoi, ça manque, c'est frustrant parce que t'aimes ou pas l'incarnation, moi j'avoue qu'il a quand même réussi à me donner envie d'en voir un peu plus, même s'il a un look déplorable, pas du tout fidèle au personnage, toujours ce côté ultra sérieux. En fait, le Joker, ce qui marche pas dans son Joker, c'est qu'il est pas drôle, il prend pas les choses à la légère. Il est ultra sérieux, c'est un gangster de bas étage. Je veux dire, la scène dans la boîte de nuit, au secours quoi. Oui, c'est nul. T'as Harley Quinn qui est en mode stripteaseuse, le Joker qui est complètement qui cabotine, enfin Jared Leto qui cabotine comme jamais. Non mais vas-y ta gueule, c'est bon, on a compris, tu m'énerves. Donc voilà, non. Après là, si je dois, vas-y. Juste sur le Joker, rebondir sur un truc là où je te rejoins, c'est que
en plus, il y a quand même une attente autour de ce personnage dans BVS. Dans BVS, on le voit pas, mais on a un truc quand même, il y a une petite ref à un moment donné, dans la Batcave, tu vois le costume de Robin, et tu sais que c'est le Joker qui l'a tué. Donc moi, j'aurais adoré qu'on nous montre des morceaux, peut-être pas ça, mais que... Et je trouve que ce Joker-là, tu l'imagines jamais faire ça. Non, et puis en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on nous montre du Joker dans le film, c'est pas ce qu'on a envie de voir du personnage. Je suis désolé. Et on nous explique pas pourquoi il est comme ça. Voilà, mais même sans rentrer, parce que les origines du Joker, c'est toujours un truc qui fait débat. C'est intéressant de pas savoir d'où il vient exactement. Non, mais pourquoi est-ce qu'il est dans cette orientation-là ? Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, petite anecdote qui pourrait te faire plaisir, la scène avec la Lamborghini violette et compagnie a été tournée par Snyder. Oui, j'ai vu qu'il y avait une scène par Snyder et je savais pas que c'était celle-là, mais ça m'étonne pas. Voilà. Et donc voilà, après, en fait, au-delà du personnage même, je trouve que là, c'était vraiment l'occasion, et ça me permet de rebondir sur Joker Folie à 2, de montrer, une vraie incarnation, une vraie relecture et quelque chose de très intéressant sur la relation qu'il entretient avec Harley Quinn. En termes d'adaptation pure du comics, tu vois, et ils le font pas, et le seul moment, c'est à un moment donné, ils se permettent de mettre le costume d'Harley Quinn et le Joker et de reprendre une des je crois que c'était une des couvertures les plus connues, des dessins les plus connus d'Alex Ross, si je dis pas de conneries, où il est en costard et qu'elle est en tenue de la série animée, mais ça dure ça dure 2 secondes, on la voit sortir le costume à un moment donné pour qu'elle s'habille finalement très court, on va dire, donc c'est dommage, et je tourne autour du pot, je retiens vraiment rien de ce film en fait. Je n'ai pas une scène préférée, je n'ai pas de scène marquante. Les scènes qui me marquent, c'est pas pour les bonnes raisons, donc je peux pas te dire ah oui, ça c'était bien. Non, mais effectivement, la scène du bar est peut-être la plus intéressante parce qu'elle creuse un peu plus, et puis en plus c'est là où t'en apprends un peu sur le personnage d'El Diablo, ce qui est pas inutile puisque c'est le seul moment où il est un peu creusé, celui-là. Et voilà, mais allez, j'ai bien aimé. C'est une scène qui vient après. En gros, quand il décide là d'aller sauver tout le truc, t'as des Navy Seals, t'as eux. T'as des gens de l'armée machin, et t'as Killer Croc qui fait non mais je vais venir avec vous sous l'eau parce que vous êtes c'est mon univers et compagnie, et j'ai bien aimé. Mais tu vois, Killer Croc pareil, quitte à ce qui ressemble à ça, j'aurais aimé qu'on le creuse un peu. Oui, bien sûr. En fait, il y a tellement de personnages qu'il y en a aucun qui peut exister, et au final c'est un film autour de Deadshot et Harley Quinn, c'est tout. En fait, et c'est vraiment dommage. Pareil, Katana, le personnage de Katana, j'en ai pas parlé, il est nul, mais j'aurais trop aimé en voir plus. Mais en fait, est super intéressant. Ce film là, il était annonciateur du problème qu'allait être Suicide Squad, c'est-à-dire il y a trop qu'allait être Justice League, il y a trop de personnages et on n'a pas le temps de les présenter, quoi. On n'a pas le temps de s'y attacher. C'est sûr. Bon, alors comment ça se termine ? On va aller jusqu'à la fin, on n'est pas loin de la fin. On va arriver. Bon, alors en arrivant tant bien que mal devant l'Enchantresse, le frère les attaque. Finalement, El Diablo, comme je disais, décide de se réveiller. Il déchaîne les flammes de l'enfer en devenant un énorme monstre de feu. C'est long, c'est moche. El Diablo se sacrifie pour fumer le frère. L'Enchantresse est toute colère, pas contente, elle est en grosse colère, et elle a entre-temps retrouvé son cœur. D'ailleurs, je sais même plus comment, parce que vraiment, c'est vous dire à quel point... parce qu'ils ont kidnappé Waller. Et Waller avait la mallette. Elle avait la mallette, ouais, bon, j'étais pas sûr. Bon, bah voilà. Hein. Et donc, elle a entre-temps retrouvé son cœur. Le seul moyen de la détruire est finalement de détruire ce fameux cœur. Un autre combat s'engage donc entre la Suicide Squad et l'Enchantresse. C'est long, c'est moche, il y a des ralentis. Finalement, ils la battent. Captain Boomerang retrouve le cœur, Flag le détruit quand il comprend qu'il reverra jamais sa meuf, mais en fait si, parce que l'Enchantresse elle est morte mais pas sa meuf, parce que le scénario. Après maintes négociations avec Amanda Waller, ils retournent tous dans leurs cellules respectives avec des petits trucs en plus, hein, notamment une petite télé pour notre Killer Croc préféré. Deadshot a un droit de visite avec sa fille, le Joker n'est pas mort. Et Harley Quinn a une machine à café. Et Harley Quinn a une machine à café parce que fallait faire un placement de produit. Voilà, c'est ça. Deadshot donc a un droit de visite avec sa fille. Le Joker n'était pas mort et il secourt Harley Quinn. C'est la fin de Suicide Squad. Enfin non, parce qu'il y a une scène intergénérique où on découvre Waller et Bruce Wayne au restaurant. Celui-ci lui donne les dossiers qu'elle a sur les méta-humains que Wayne recherche depuis Batman vs Superman. Waller lui fait comprendre qu'elle sait qu'il est Batman. Lui dit de terminer son programme Force X, sinon c'est eux qui s'en chargeront, et c'est la fin de Suicide Squad. Alléluia. Non, alors là aussi, tu vois, parmi les trucs un peu... J'étais très rapide sur la fin parce que... Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Parmi les trucs un peu décevants, c'est ça aussi, tu vois. Bon, une scène post-générique, on en a eu des milliards. Bon, celle-là, c'est cool qu'elle sache que Bruce Wayne est Batman. Moi, je trouve ça bien. Et ça ne sert à rien, c'est jamais réexploité derrière. Ça ne sert à rien, mais c'est dommage. Ça a le mérite de creuser un peu plus Amanda Waller en mode elle est au courant de tout. Et moi, j'aurais adoré justement que ce personnage-là puisse quelque part
à un moment donné faire pression, parce que Bruce Wayne il est jamais en danger en tant que Bruce Wayne dans les films de Snyder, là où Nolan a un peu exploré ça quand même sur le fait qu'on lui vole son identité pour des mécanismes en bourse, etc. Et j'aurais trouvé ça bien qu'un personnage connaisse son identité sans qu'il le veuille. Moi j'ai souvent reproché dans les films de super-héros qu'ils donnaient trop leur identité à trop de gens. Je pense au Batman, à Spider-Man, à Superman, où il y a 1 milliard de personnes qui savent qui ils sont, quoi. Et là, je trouvais ça bien de le confronter à une situation où lui, il découvre que quelqu'un sait, il ne sait pas comment elle sait, et elle le menace un peu quand même. Je trouve que c'est un peu badass de menacer Bruce Wayne. Oui, c'est clair. Surtout qu'en plus, le personnage de Waller et de Bruce Wayne dans les comics sont souvent une relation très, très conflictuelle, donc ça aurait pu être intéressant de creuser ça au cinéma. C'est marrant ce que tu dis, parce que justement, dans les comics, j'ai l'impression que c'est un aspect purement cinématographique, ce côté des personnages de super-héros qui dévoilent leur identité un peu à tire-larigot. Oh. Non, mais totalement. Big up mamie. Et du coup voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans les comics, c'est pas souvent le cas, tu vois. Ça me fait penser à un truc, et j'y ai pensé tout à l'heure, en plus c'est rigolo. Dans les films Spider-Man, moi il y a un truc que je n'aime pas, et que ce soit dans la trilogie Raimi, ceux avec Andrew Garfield ou plus récemment, c'est que dans les combats, ils ont jamais leur masque. Non. Ils enlèvent tout. Si, il y a que dans le 2e film avec Andrew Garfield où ils gardent le masque jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça cool. Je suis d'accord. Et sinon, à chaque fois, il faut qu'on voit le visage de Peter Parker, et je trouve ça super dommage. Ouais, non, mais je trouve que ça apporte rien. Je suis d'accord. C'est un problème régulier. C'est vraiment un problème régulier. Du coup, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Donc voilà. Un petit mot quand même, parce que c'est vrai que j'ai un peu parlé du casting, mais j'ai pas parlé des personnages en tant que tels dans le film. Je l'ai dit plus ou moins, enfin même plus que moins. Le film est quand même centré autour des personnages de Deadshot et Harley Quinn. Ouais. On disait que tous les autres personnages qui gravitent autour n'avaient pas le temps d'exister. Il faut aussi rajouter que la relation entre Deadshot et Harley Quinn, tu sens qu'il manque des choses aussi dans le film, oui, parce que tu ne comprends pas pourquoi ils sont aussi proches d'un coup, alors que lui la rembarre très rapidement en fait. Non mais c'est ça, il essaye à un moment, enfin le moment où il la tue pas. Ouais. Il a aucune raison de faire ça, puisqu'à ce moment-là il peut mourir, il sait en plus Waller a sa fille entre guillemets en otage, enfin, il a aucune raison de la soutenir, surtout qu'elle est en train de fuir avec le Joker, il a pas de lien avec le Joker. C'est vrai que là tu sens qu'il manque des éléments, c'est ça, la seule raison qui fait qu'il la tue pas à ce moment-là, c'est justement parce qu'il dit je veux rendre fière ma fille, c'est tout. Oui c'est ça, mais bon c'est un peu bullshit, quoi. Un peu bullshit, on est d'accord. Et voilà, mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que je l'ai un peu mentionné, mais le personnage d'Harley Quinn est quand même peut-être la plus grosse réussite du film quand même. Quoi qu'on en pense, je trouve que Margot Robbie fait un travail très 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 bon. J'ai quand même une attache particulière pour la Harley Quinn de la série animée, la série dans laquelle le personnage a été créé, la série de 92. Mais je trouve ça fort parce que j'ai vraiment ce sentiment que l'incarnation qu'elle en donne à partir de ce film, eh ben, c'est elle qui a influencé tous les comics qui ont suivi autour du personnage. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça assez fort. C'est devenu une référence comme l'a été le personnage quand il a été créé dans la série de 92. Ouais, et je pense qu'on peut corréler ça au fait que c'est Margot Robbie et que Margot Robbie, elle a une aura quand même, tu l'as dit, dans le cinéma, tu as donné son nombre de films dans lesquels elle a joué sur une décennie. Sur cette décennie-là, et je pense qu'elle a beaucoup participé à ça, et que le film s'inscrit aussi dans une tendance générale où on veut des personnages féminins forts au cinéma, et elle l'est clairement, c'est le personnage principal, on peut le dire, je pense, avec Will Smith, mais c'est quand même elle le perso principal, c'est elle qui a son spin-off derrière, je crois qu'on la voit beaucoup dans le film de James Gunn, donc ce personnage-là, donc il y a quand même une idée que ce personnage-là est devenu un personnage central de DC, là où jusqu'à maintenant, en dehors de Wonder Woman, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins très identifiables chez DC. Et je suis d'accord avec toi, ça c'est quand même on peut pas enlever ça, ce personnage-là, il fonctionne plutôt bien. C'est ça. Donc voilà, c'était Suicide Squad par ETTPQ. Exactement. J'espère que ça vous a plu. J'ai un peu ragé, mais parce que vraiment, j'étais colère que Guillaume il soit pas d'accord avec moi là. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord. Oui, mais là, pas pour un film comme ça. Là non, là je refuse. Là vraiment, je fais ma mauvaise tête. Voilà. Il va bouder après. Je vais bouder. Voilà. Écoutez. Je pense qu'on peut dire, je ne sais pas s'il y aura d'épisode la semaine prochaine, parce que là on est un petit peu fatigué, c'est une période un peu compliquée pour nous en termes d'organisation. Du coup, profitez-en pour écouter et réécouter, mais surtout écouter, on va pas vous demander de les écouter 25 fois, mais pour rattraper peut-être les épisodes que vous n'avez toujours pas écoutés, aller au cinéma, regarder des films chez vous, regarder des séries.
J'espère qu'un jour on pourra faire un hors-série sur une série longue. Oui, mais bien sûr, ça viendra. J'espère que j'arriverai à motiver notre Guillaume national. Et puis, écoutez, merci d'être resté avec nous jusque-là. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. À la prochaine. Salut, ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison! D'accord, faisons comme ça.